Dans cette deuxième partie du chapitre 12, je vais vous proposer d'évoquer le principe de la vaccination, qui va en fait reposer sur ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire sur la mémoire immunitaire. Alors, dans un premier temps, je vous propose de faire un petit rappel des découvertes historiques en prenant le document 1, page 326. Alors, ce document donc vous présente les deux scientifiques qui ont été à l'origine justement de la vaccination, dont le premier, dont vous avez sans doute entendu parler, qui était Jenner, donc un médecin anglais du XVIIIe siècle, qui a été en fait le premier à découvrir le principe de la vaccination, qui va être par la suite repris un siècle plus tard par Pasteur, que vous connaissez tous. Alors, Jenner, en fait, il avait fait un constat. Chez les agriculteurs, certains contractaient la variole de la vache qu'on appelle la vaccine. Et les agriculteurs qui avaient contracté justement cette variole de la vache ne développaient justement jamais la variole humaine. Donc en fait, il a fait un test, il a inoculé à un enfant le liquide d'une pustule de vaccine chez une vache qui était infectée. Et ensuite, 3 mois plus tard, donc l'enfant n'a pas été malade suite à ça, hein, puisque la vaccine de la vache ne crée pas la variole de l'humain au niveau des symptômes, hein. Et suite à ça, il a injecté du pus d'une personne qui était atteinte de variole, donc un humain, à cet enfant. Et l'enfant n'a pas développé la variole de l'homme. C'est-à-dire que le fait de lui avoir auparavant injecté le liquide d'une pustule de vaccine de vache l'a protégé en fait contre la variole de l'être humain. Et d'ailleurs, c'est le terme de vaccination vient de ce mot, donc il est dérivé du mot vaccine, la vaccine de la vache, et c'est ainsi que le mot vaccination est apparu dans le langage courant. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, donc un siècle plus tard, on a Pasteur, donc qui a travaillé longuement sur justement le principe de la vaccination. Alors lui, il a découvert des choses de manière un peu plus poussée. Donc, il s'est rendu compte en fait que des microbes qui étaient rendus non pathogènes pouvaient quand même induire justement une réponse si plus tard une personne recevait ces mêmes microbes pathogènes. Alors, voyons ce qu'il a fait. Donc, il a travaillé lui sur les bactéries responsables du choléra. Il a travaillé chez la poule. Et nous avons à droite donc quelques schémas de ces expériences. Donc, il a travaillé en partant au départ sur une culture fraîche de bactéries pathogènes, donc ces bactéries qui engendrent le choléra. Il les a injectées à un lot de poules, donc le lot A de poules, et ces poules donc ont attrapé le choléra et sont mortes quelques jours plus tard. Il a refait la même chose, sauf qu'il a laissé cette culture fraîche pendant plusieurs semaines. Donc les bactéries ont vieilli, elles se sont un petit peu dégradées, donc elles n'étaient plus aussi pathogènes que précédemment, elles étaient moins virulentes. Il les a injectées à un lot de poules B. Donc ces poules ont survécu à l'injection. Et une semaine après, il leur a à nouveau injecté les mêmes bactéries, mais cette fois-ci virulentes, donc des bactéries fraîches qui, elles, engendrent le choléra et font normalement mourir les poules, comme c'était le cas pour le lot A. Et il s'est rendu compte que quelques jours plus tard, les poules étaient toujours en pleine forme. Donc en fait, le fait de leur avoir injecté ces bactéries qui ont été rendues moins virulentes, les a protégées contre les bactéries virulentes. Donc c'est comme ça qu'il découvre que, en fait, en injectant des bactéries atténuées, c'est-à-dire qui ont perdu leur virulence, ça va quand même déclencher une réaction immunitaire qui n'entraîne pas la mort et qu'ensuite les poules vont être capables de réagir de manière de créer une réaction immunitaire face à des bactéries qui sont pathogènes. Et donc il a qualifié d'immunogènes justement et de non pathogènes ces bactéries particulières qui permettaient d'induire tout de même une réaction immunitaire. Donc voilà, ça c'est la base vraiment de la vaccination. Alors, la nature des vaccins. Donc il existe, vous en avez tous entendu parler, hein, un grand nombre de vaccins différents qui peuvent être réalisés à partir d'agents pathogènes ou de préparations antigéniques, donc soit de cellules complètes, soit de morceaux de cellules, soit même d'ADN de ces cellules. Donc il existe des tas d'antigènes particuliers. Donc ici, vous avez un tableau qui vous présente des exemples. Il y a des vaccins que vous connaissez tous, que vous avez sans doute eu. Par exemple, le vaccin contre la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite A, la coqueluche, les méningocoques, l'hépatite B, etc. On a ici donc les exemples d'antigènes qui vont être injectés, qui sont utilisés dans ces vaccins pour justement induire une réaction immunitaire très, très faible, mais qui va par la suite permettre d'avoir une immunité vraiment renforcée en cas de nouveau contact avec ces mêmes antigènes. Donc ici, vous voyez, on peut travailler soit sur des organismes vivants,
mais qui ont un pouvoir antigénique atténué, soit sur des organismes intacts, mais qui ne sont plus vivants, soit sur des fragments de cellules. Donc, il existe une grande variété dans la fabrication des vaccins. Alors ici, vous avez sur le document B un graphique qui vous permet de voir en fait le devenir des lymphocytes B mémoire qui vont être spécifiques à un antigène particulier. Ici, on a pris l'exemple de la variole chez des individus qui ont été vaccinés. Donc ici, c'est après une année ou moins d'une année après la vaccination. Ici, c'est de 20 à 40 ans après la vaccination, et là, de 40 à 60 ans. Et vous remarquez que, évidemment, suite à la vaccination dans la première année, le taux de lymphocyte B mémoire spécifique de la variole est assez important. Donc là, on a cette expression en pourcentage des lymphocytes B mémoire totaux. 1%, ça peut vous paraître faible, mais sachant que cette personne, elle a été également, bien sûr, soumise à des tas d'antigènes différents, donc elle a fabriqué énormément de lymphocytes B mémoire spécifiques à chaque type d'antigène, donc elle a quand même 1% de ces antigènes, de ces lymphocytes B mémoire spécifiques à la variole. Et au bout de 20 ans ou de 40 ans, vous remarquez qu'on a la même chose, on est passé de 1 à 0,1%, donc c'est faible, mais ça reste quand même présent. Ça veut dire que 40 ans après, une personne qui serait soumise à l'antigène de la variole va pouvoir se protéger rapidement, comme on l'a dit, efficacement, parce qu'elle a encore dans son organisme des lymphocytes B mémoire spécifiques de cet antigène. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un cas particulier, le vaccin par exemple contre le tétanos, et de voir, de comprendre l'histoire des rappels, à quoi ça sert. Donc, la vaccination, en fait, le but d'une vaccination, c'est de produire une réponse primaire, hein, comme on l'a vu précédemment. Donc, réponse primaire qui est relativement longue, mais qui va permettre de mettre en route tout le système de l'immunité adaptative. Et les rappels de vaccins vont permettre justement de remettre en route une nouvelle réponse, donc qui sera une réponse secondaire et qui sera plus efficace. Donc ici, vous avez l'évolution du taux d'anticorps antitétaniques. Donc, chez un enfant qu'on va vacciner à 1 mois, donc on fait un rappel dans les 6 à 12 mois. Ensuite, un rappel dans les premières années, et puis ensuite, à 5 ans, et ensuite, tous les 10 ans, on va faire des rappels du vaccin antitétanique. Et vous voyez qu'à chaque rappel, donc ça permet de fabriquer des anticorps antitétaniques dont le taux va progressivement diminuer au fur et à mesure des années, mais à chaque nouveau rappel, ça permet de réactiver la production de ces anticorps. C'est-à-dire qu'une personne qui, 20 ans, je ne sais pas moi, à 45 ans, va être mise en contact avec l'antigène justement du tétanos, va pouvoir tout de suite avoir une réaction immunitaire efficace puisqu'elle a en permanence, donc dans son corps, des anticorps contre justement le tétanos. Et puis également dans cette partie-là, vous avez entendu parler également des adjuvants, je pense. Donc les adjuvants, ce sont en fait des molécules qui vont permettre d'induire une réponse immunitaire avec activation, par exemple, des cellules dendritiques. Donc ils agissent pour activer la réponse immunitaire innée, la toute première, et pour permettre justement à la réaction adaptative de se passer le mieux possible. Alors, on vous explique ici que pour être efficace, donc un vaccin doit induire une réponse immunitaire protectrice contre l'agent infectieux, évidemment. Donc cette induction ne se fait pas forcément de manière directe. Elle nécessite dans la plupart des cas l'introduction avec le vaccin de substances qu'on appelle des adjuvants. Alors il existe différentes catégories d'adjuvants. Donc ces adjuvants, elles stimulent, donc comme je le disais, les récepteurs des cellules de l'immunité innée. Et en stimulant ces récepteurs, ça va permettre justement de provoquer alors toutes les caractéristiques de la réponse immunitaire innée, c'est-à-dire il peut y avoir un peu de fièvre, il peut y avoir une petite douleur, un peu de chaleur, etc., sans gravité, mais ça va permettre justement d'induire après l'immunité adaptative qui va pouvoir se mettre en route. Si l'immunité innée ne se met pas du tout en route, la réponse adaptative ne va pas se faire correctement. Donc ici, vous avez un exemple qui est présenté sur un graphique d'une substance, d'un adjuvant qui sera l'hydroxyde d'aluminium. Vous avez entendu parler de l'aluminium, je pense, dans les vaccins. Donc l'aluminium est largement utilisé dans les vaccins aujourd'hui. Et on voit que sans ou avec aluminium, donc soit on injecte l'antigène seul, soit on l'injecte avec de l'aluminium. Donc avec injection d'aluminium, c'est la courbe violette. Seul, ce sera la courbe verte. On remarque que la concentration en anticorps est beaucoup plus importante quand on a mis l'adjuvant. Donc le fait que la réaction immunitaire innée était déclenchée auparavant, ça a permis justement une réaction adaptative beaucoup plus importante. Donc voilà pour les bases, en fait, le principe finalement de la vaccination, sur quoi il repose. Et puis,
Par la suite, donc ça, nous le ferons en TP. Nous allons faire un travail pratique qui va permettre de voir comment on utilise la technique qu'on appelle ELISA pour rechercher justement la présence d'anticorps chez une personne dont on doute qu'elle est encore vaccinée contre un antigène particulier. Donc ça, on le fera lors de notre prochaine séance de TP.